Mira de San. Chapitre 1. Balade en canot. Une nuit sans lune, un bateau discret, des hommes motivés aux avirons, il n'en faut pas plus pour accomplir de grandes choses. Profitant de la solennité du moment, Mira inspire lentement cet air nocturne, chargé d'embrun mais aussi de mystère. L'air marin a un goût très différent qu'en plein jour, et ce qui fait bouillir ses sangs d'ordinaire parvient à l'apaiser en cet instant. Dans un monde fait d'ombre et de ténèbres, cette odeur ronde et alcaline l'englobe comme un manteau et maintient ses sens vifs et alertes. La coque vermoulue de la barque glisse sur l'eau sans un bruit, aussi silencieuse que son équipage. On entend les pas feutrés d'animaux sauvages à quelques mètres sur les berges. Le clapotement des rames dans l'eau le dispute au doux bruissement des feuillages dans le vent chaud. Elle entend même le bruit de sa propre respiration. C'est assez impressionnant en fait. D'habitude, il faudrait leur trancher la langue pour qu'ils cessent de jacasser, et voilà que ces matelots se font couper la chique par une ambiance tellement virile. Ils semblent aussi concentrés qu'elle sur l'objectif, cette fontaine des âmes dont ils ont tant entendu parler, un trésor à nul autre pareil qui devrait leur apporter une puissance démesurée et la richesse qui va avec. Ce sont en tout cas les réjouissances annoncées par leur capitaine. Opulence, prestige et femmes frivoles, fêtes et beuveries à volonté, les plus grands de ce monde se courberont à leurs pieds s'ils mettent la main sur cet artefact, porte vers l'autre monde, clé de l'immortalité spirituelle. Enfin, il vaut mieux qu'ils croient ça de toute manière. Il ne reste qu'un seul moyen de retrouver la fontaine des âmes aujourd'hui. Toutes les pistes convergent vers la demeure du révérend Carmichael, grand érudit inconnu de son temps, qui avait fait des recherches ésotériques sur le bassin des anges, comme il l'appelait. Personne n'avait compris de quoi il parlait au XIe siècle, mais il semble que le vieux sage ait finalement découvert sa localisation, quelque part dans le triangle des Bermudes, sans avoir eu l'occasion de s'y rendre. Depuis qu'ils ont entendu parler de ce personnage, Mira prie inlassablement pour qu'on ne les ait pas devancés. Si le secret du vieil homme a résisté au siècle, elle espère que ces questions adressées de ci de là ces derniers temps n'auront pas trop attiré l'attention. Progressant entre les rives peuplées de lianes et d'arbustes aux formes indistinctes, il navigue vers l'intérieur de la petite île où résidait l'homme d'église dans ces dernières années. Sa petite maison devrait se trouver en vue dans quelques instants, après la prochaine courbe sur la droite. Au travers de la végétation, une plaine dégagée se dessine à la lueur des étoiles et une colline sur laquelle on devine les serpentements d'un vieux muret de pierre. L'équipage échoue là l'embarcation, parmi les racines et les roseaux, pour continuer à pied leur approche en catimini. Bien sûr, la discrétion n'est pas leur domaine de prédilection, et leurs gestes, tantôt adroits et mesurés sur l'eau, s'apparentent à présent qu'ils foulent le sol à un défilé de pachydermes. Plume, le plus léger et agile de la bande, ouvre le chemin avec un brin de fierté, sans faire craquer une seule branche. Mais derrière lui, le pas d'Ori, énorme masse de muscles bardés d'armes aux tranchants émoussés, ressemble à un roulement de tonnerre. Mira peste à part, elle contre Corvin, l'espèce de gentilhomme ramassé à la Barbade pour leur servir de cartographe, qui semble déambuler au petit bonheur sur la pointe des pieds avec ses manières d'un autre temps, son air effarouché de jeune pucelle et ses fichus souliers vernis qui prennent un malin plaisir à se coincer dans toutes les racines. Elle regrette presque de ne pas avoir amené son second. Presque. Pan est bien mieux au large à surveiller le Demon's Wrath, quoi qu'il en pense. La petite maison est en vue, du moins ce qu'il en reste. Les murs ont bien résisté à l'assaut des airs, on ne peut pas en dire autant du toit, des longtemps retournés au néant. Tout a l'air désert, mort et oublié. Ils font lentement le tour du propriétaire, enjambent les vestiges d'une porte en scrutant les ténèbres, telles des ombres marchant parmi les ombres. Le sol est envahi d'herbes folles, et un palmier pousse près de l'entrée. Les lieux retournent à la nature, peu à peu, et aucune trace ne laisse penser que des humains se soient approchés depuis des lustres. Il n'y a plus grand-chose à l'intérieur. Une vieille étagère branlante, un tabouret de bois solide pour tout mobilier. Remplaçant un sens par un autre, ils explorent les pierres décelées et les moindres cavités du bout des doigts. Leurs mains se couvrent de toiles d'araignée sans qu'ils daignent s'en apercevoir. Pendant de longues minutes d'inspection minutieuse, on n'entend que le bruit de leur respiration monter dans la nuit. Mira est bientôt convaincue de ne rien trouver de plus en fouillant les décombres. De toute évidence, le vieil ermite n'avait aucun bien. En tout cas, rien qu'il ait souhaité laisser derrière lui. « C'est vide ici, capitaine. On ferait bien d'y aller. Y chercher à son ancienne paroisse. C'est là qu'ils doivent garder tous ces vieux grimoires poussiéreux. Ori, quand j'aurai besoin de tes lumières, je te demanderai.
Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Apparemment non. Il n'y a pas de squelette ici, dit-elle. Ni crâne, ni ossement. Cela signifie que Carmichael a été enterré, et c'est dans sa tombe, bande d'ahuries, que nous trouverons la clé de la fontaine des âmes. Des lueurs avides s'allument dans leurs yeux sombres. Parcourant rapidement les alentours, Mira découvre avec soulagement la sépulture à quelques pas de là, signalée par une croix en bois au pied d'un gigantesque palmier. Comment diable le vieillard s'y est-elle pris pour se faire enterrer? Aucun des récits qu'elle a recueillis ne parlait de ça. Mais il est raisonnable de penser que, si tombe il y a, elle doit receler d'ultimes informations, tout ce que le révérend pouvait souhaiter transmettre à la postérité. Les pelles volent d'une main à l'autre, s'activent dans la terre meuble. L'énorme Ori aide grandement à la besogne, creusant à lui seul la plus grande partie du trou. Les racines de l'arbre, qui ont poussé entre-temps, leur donnent du fil à retordre, et les pelles laissent parfois place au sable pour scier les plus récalcitrantes d'entre elles. Ils parviennent finalement à extraire du sol un crâne, passablement abîmé, et un coffret de bois sombre. L'honneur d'en ouvrir le loquet revient au capitaine. « Corvin, regarde-moi ça !» Le papier parcheminé qu'ils ont sous les yeux recèle des tas de petits caractères indéchiffrables dans la nuit, et un cartouche que le navigateur identifie aisément comme étant une carte. Il s'agit d'une île, selon toute vraisemblance. Une île en forme de croissant, et avec dessus un X bien net. Du genre qui sent la fortune et la gloire. Mira sourit, triomphante, mais pour bien peu de temps. Des hurlements se font brusquement entendre. De l'autre côté de la maison en ruine, un banc de tarés est en train d'accourir, sabre au clair. Voyant déjà plus de 6 silhouettes, Mira donne l'ordre de retourner ventre à terre au navire, prenant son départ elle aussi. Les pirates s'égaient, poursuivis par les nouveaux arrivants qui semblent bien décidés à en découdre. « Il faut éviter le contact, mettez la barque à l'eau et ramenez toutes vos forces !» Plume est parti comme une flèche. Mais Ori ne court pas assez rapidement, loin s'en faut, et Mira le voit vite faire volte-face pour prendre à partie les 2 brigands ennemis. Corvin s'est aussi laissé devancer en essayant de contourner les buissons qu'il gêne tant, et il s'est fait rattraper par un autre poursuivant. Alors même qu'elle dégaine son pistolet pour ajuster, les 2 hommes roulent à terre, et elle n'a plus l'occasion de les suivre des yeux. L'ennemi est sur elle. Elle n'a que le temps de faire feu, et un pirate anonyme mord la poussière en couvrant le sol de sang noir. Mira s'empresse de rejoindre Corvin, toussant et haletant à côté d'une flaque de sang. Son adversaire a filé, vraisemblablement avec un couteau dans le flanc, mais aussi avec un parchemin d'une grande valeur. Remettant son acolyte sur un pied dans un grand geste, et ils repartent à toute vitesse vers le canot. Les autres s'y trouvent déjà, maintenant, à distance de leurs assaillants par un tir fourni de pistolet. « On est à sec, capitaine! Faut décoller d'ardard! Ramenez-nous à bord, Ori! Je crois que ça va pas très bien tourner pour nous. » Le trajet du retour, à bras forcés, leur laisse un goût amer. « Comment qu'on va faire, capitaine, pour trouver la fontaine des larmes, maintenant? »« La fontaine des âmes, tête de pioche! Je vais retourner torturer quelques paroissiens, comme tu l'avais si judicieusement proposé, et vous allez retourner en mission en Europe, je vois que ça. »« Oh! Et vous l'avez vu, non? La carte, intervient Corvin. On a besoin d'autre chose? Je croyais que t'en voulais juste la trouver. Et quoi, triple buse? Ils te l'ont piqué, la carte, oui ou non? » Ah oui, c'est sûr qu'ils l'ont aussi maintenant, dit-il d'un air contrit. Il va falloir se dépêcher. Comment veux-tu qu'on trouve le cap alors qu'on n'a plus la carte, Corvin? Tu commences à me les chauffer. Mais la carte, je l'ai en tête maintenant. Je peux vous donner le cap, pas de problème. Mira semble reprendre son souffle. Tu l'as vu pendant 3 secondes dans le noir et tu prétends pouvoir t'en rappeler fidèlement? Si, fait. Bien, c'est bien, tu nous seras peut-être finalement utile, ajoute-t-elle pensivement. Tu vas nous redessiner la carte pour être sûr? De retour à bord du Demon's Wrath, ils ont tous le sourire aux lèvres lorsque les ordres du capitaine retentissent dans le calme avant l'aube. On appareille immédiatement! À nous la fontaine des âmes!